chers collègues, Madame et Messieurs les conseillers spéciaux du Président de la République, Messieurs les conseillers du Président de la République et tous les cadres des différentes administrations concernées pris en vos qualités et grades. Alors on va plonger directement dans le cœur du sujet. Le maître de cérémonie, M. Otuna, vient d'évoquer l'existence d'un livre qui vient de paraître, dont ici nous avons un fac-similé que je montre à l'ensemble des journalistes, un livre intitulé « Le génocide des Laris au Congo », écrit par un certain Dominique Kunku. Alors, cet ouvrage de 100 pages environ, que je n'appellerai pas livre parce que dans sa version physique réelle, il est tout sauf épais, je l'appellerai personnellement fascicule, c'est-à-dire une sorte de document allant un peu dans tous les sens, et qui prétend, par un titre qui n'est même pas à l'interrogatif, mais à l'affirmatif, apporter les preuves d'un prétendu génocide d'une ethnie Lari au Congo. Alors, il convient, mesdames et messieurs, de situer cet ouvrage, ce fascicule, comme j'ai dit, dans un contexte précis. Il faut noter que la production, la publication, l'édition, la diffusion de cet ouvrage ou de ce fascicule se passe à un moment où les autorités du Congo sont hélas depuis quelques années habituées à la diffamation qui est régulièrement engagée contre les plus hautes autorités de notre pays, contre l'action au quotidien de l'État et de son levier qu'est le gouvernement, et plus globalement contre un certain nombre de cadres politiques et administratifs sur lesquels l'opprobre est régulièrement jeté. Il est entendu, mesdames et messieurs, que s'il ne s'agissait ici, avec cet ouvrage, que des simples fake news qui sont, hélas, le quotidien aujourd'hui, comme ces vagues qui régulièrement envahissent les réseaux sociaux, envahissent WhatsApp, eh bien, le gouvernement n'aurait pas pris la peine de se réunir aujourd'hui, ici, solennellement dans cette salle, pour évoquer ce que moi je qualifierais d'écume des choses. Une fake news remplaçant une autre fake news. Le contexte ici est un peu différent. Il s'agit pour l'auteur, M. Kunku, à travers ce document que je n'appelle donc pas livre mais fascicule, de tenter de transformer une fake news de 120 pages en vérité scientifique et pourquoi pas en vérité historique. C'est donc là une des raisons qui amène le gouvernement de la République à réagir avec vigueur au contenu et aux éléments mensongers et fallacieux qui y sont contenus. La forme et le contenu de ce fascicule, ainsi que les informations que donne l'auteur sur lui-même, amènent le gouvernement à non seulement contester le caractère scientifique de ce document à visée en réalité politicienne, et même à contester le sérieux de l'auteur lui-même. Cette énième attaque se déroule alors que le Congo engrange, comme vous le savez, un certain nombre de succès diplomatiques, poussant les forces négatives à tenter désespérément de tirer notre pays vers le bas. Je ne reviens pas dans le détail sur les quelques succès qui sont engrangés par notre pays. Alors, avant tout, je souhaiterais, parce que l'auteur évoque sans formule interrogative l'existence d'un génocide au Congo. Il n'a pas dit « y a-t-il un génocide au Congo ?» Il a dit « le génocide des Laris au Congo ». Je vais de manière succincte, sans que ce soit un cours ex cathedra, évoquer avec vous, pour la presse, pour l'opinion à travers la presse, les grandes lignes de ce que l'on entend par génocide. Le génocide est, en droit international public, une incrimination pénale grave, la plus grave de toutes, que l'histoire et ses spécialistes les plus sérieux manipulent normalement avec précaution et scrupule. Cette incrimination que M. Kunku Dominique utilise dans ce fascicule avec légèreté et mauvaise foi. Formulée pour la première fois en 1948 à l'article 2 de la Convention pour la prévention du crime de génocide, la définition de ce crime, telle que reprise par l'article 6 du statut de Rome, créant la Cour pénale internationale, indique que le génocide est, je cite,
comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. » Fin de citation. Cette définition est suivie d'une série d'actes qui représentent de graves violations du droit à la vie et à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Selon la Convention de 1948, sont punissables non seulement l'exécution, mais également, je cite de nouveau, l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique, la tentative et la complicité. Fin de citation. C'est donc l'intention spécifique de détruire un groupe mentionné, en tout ou partie, qui distingue le crime du génocide du crime contre l'humanité. Autre définition générique. Un génocide est un crime qui consiste en l'élimination physique, intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national ethnique ou en tant que tel, ce qui veut dire que ses membres sont détruits ou rendus incapables de procréer en raison de leur appartenance au groupe. Le génocide peut être perpétré par divers moyens, dont le meurtre collectif, direct ou indirect. Certains juristes et historiens précisent la définition, estimant notamment que le génocide doit être, pour être déclaré comme tel, systématique et programmé. Dans l'histoire du monde, le premier génocide déclaré comme tel est le génocide des Juifs et des Tziganes perpétré par les nazis entre 1939 et 1945. Et dans ce contexte, il existe un référent historique absolument fondamental qui s'appelle la conférence de Wannsee, banlieue de Berlin, où en 1942, sous le Troisième Reich, réunion présidée par Heydrich, cette conférence, donc présidée par l'adjoint du chef des SS, Heinrich Himmler, qui prépara le plan concerté pour trouver ce que les nazis ont appelé, je cite, la solution finale au problème juif. Les nazis, bons bureaucrates, même dans la barbarie, avaient alors soigneusement planifié et écrit ce qu'ils allaient faire, ce qui a d'ailleurs facilité le travail de recueil des preuves par les juristes et historiens après la Seconde Guerre mondiale. Autre conséquence de cette définition précise, le nombre de massacres de masse qualifiés de génocide sont rares dans l'histoire diplomatique et judiciaire internationale. À ce jour, les grands génocides reconnus comme tels sont, je cite, le génocide arménien, le génocide des Juifs et des Tziganes, génocide arménien de 1915, le génocide des Juifs et des Tziganes entre 1939 et 1945, enfin le génocide des Tutsis au Rwanda. Ainsi, le génocide suppose donc, premièrement, des crimes de masse tendant à l'élimination d'un groupe ethnique, racial ou religieux. Deuxièmement, une concertation illicite et préalable entre les concepteurs de ce crime abominable. Troisième élément distinctif, certains historiens y ajoutent même la nécessité d'un plan concerté entre les concepteurs, les auteurs et les complices, même si cette notion de plan concerté est l'objet de débats entre spécialistes, juristes et historiens. Voyons maintenant en quoi les élucubrations de M. Kunku sont loin des critères que nous venons succinctement d'identifier, au point où l'on pourra ensemble conclure à la totale absence de sérieux et au caractère non scientifique de sa démarche. Sur l'auteur, en quatrième de couverture de son fascicule, il se présente notamment comme, je cite, « docteur en droit public et avocat au barreau de Paris ». Alors je vous montre cela. Je l'ai mis ici en jaune. Je répète, il se présente comme docteur en droit public et avocat au barreau de Paris. Pour ce qui concerne son doctorat, je ne sais pas s'il peut y prétendre, c'est lui qui le sait. Cependant, une chose est sûre, depuis le 9 janvier 2017, soit bien avant la sortie du fascicule dont nous parlons ce jour, fascicule sorti
en septembre 2018, soit il y a un peu plus d'un mois, M. Kounkou n'est plus avocat exerçant au barreau de Paris. Cette information est vérifiable en quelques clics sur le site internet officiel de l'Ordre des avocats de Paris. A-t-il été radié, suspendu? Dans tous les cas, et malgré le culte du secret qui régit cette profession d'avocat, amenant ses pairs à probablement masquer ainsi, pour des raisons confraternelles, une probable sanction disciplinaire, M. Kounkou commet un mensonge en se présentant comme tel, c'est-à-dire avocat inscrit au barreau de Paris, sur la 4e de couverture de son fascicule. Comment accorder du crédit à un homme qui, voulant démontrer le caractère pseudo-scientifique de ses thèses délirantes, commence par mentir sur sa situation professionnelle réelle? Au moment où j'interviens, et je suis désolé de le dire, il n'est plus avocat en exercice. Pourquoi ce mensonge? Probablement pour donner du poids à ses dires et les revêtir du vernis de l'autorité juridique. Sur la forme, M. Kounkou, pour mieux illustrer son délire sur un prétendu génocide des Laris au Congo, place en couverture de son ouvrage une photo montrant des cadavres humains. La photo est ici. Il réitère cet acte dans le corps de l'ouvrage, en page 15, en ajoutant à cette même photo le commentaire suivant, je cite, « Génocide des Laris dans le Poul, 2017 », fin de citation. On est là au commencement de la désinformation, de la manipulation et du mensonge. Je crois qu'il est prévu des illustrations. Ces illustrations sont devant nous et je m'en vais pour la même photo. Je parle de cette même photo fake qui est utilisée 2 fois par M. Kounkou et une fois avec un commentaire ne laissant aucun doute sur l'interprétation qu'il veut donner à cette photo. Il apparaît que cette photo concerne en réalité un accident dramatique survenu au Ghana. Cette photo, en réalité, concerne une catastrophe au Ghana, c'est-à-dire un arbre qui s'est écroulé sur un certain nombre de personnes et occasionnant des victimes, dans une localité qui s'appelle Kintampo au Ghana, et accident qui a eu lieu le 20 mars 2017. Alors, cette même illustration, qui est devenue une espèce de photo ambulante utilisée selon les intérêts propres de chacune des parties prenantes à des controverses politiques dans différents pays. Cette même photo a été utilisée au Nigeria pour illustrer des massacres qui auraient été commis par des nomades le 19 avril 2017. Cette même photo est utilisée au Cameroun le 10 juin 2017 et illustre soi-disant des tueries de masse qui auraient été gardées sous silence. Le 22 juillet 2017, en Tanzanie, elle illustre cette fois-ci un grave accident de bus qui aurait fait 34 morts et dont 29 enfants. Au Niger, le 1er mai 2017, cette même photo, décidément magique, puisqu'elle sert à tous les crimes, à tous les massacres ou à simplement tous les accidents dramatiques. Niger, 1er mai 2017, un citoyen de ce pays, dans un tweet, fait passer cette image pour le massacre des Africains en Libye. Enfin, nous avons notre auteur, M. Kounkou, qui, dans cet ouvrage dont on voit ici la même illustration, utilise cette photo. Non, avant M. Kounkou, il y a la RDC, puisque les activistes ne manquent pas d'imagination, qui utilisent cette photo pour faire croire à des massacres qui auraient été ignorés par la MONUSCO en RDC. Et enfin, last but not least, M. Kounkou qui l'utilise pour illustrer ce qu'il appelle, lui, un prétendu génocide au Congo-Brazzaville contre l'ethnie Lari. Nous avons là donc un auteur
qui, après avoir menti sur sa qualité professionnelle, comme je viens de le démontrer, utilise ensuite une photo n'ayant strictement rien à voir avec le Congo, comme on vient de le voir également, ni avec le Poul, ni avec un prétendu génocide des Laris dans ce département du Poul ou dans n'importe quel endroit de notre pays. Au contraire, on vient de voir avec ces illustrations que cette photo véritablement ambulante, en réalité liée à une catastrophe au Ghana, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été utilisée par tous les adeptes des théories du complot, des opposants divers et variés ou de simples citoyens, pour illustrer des événements qui n'ont encore une fois rien à voir avec notre pays ni avec un prétendu génocide. À ce stade, et devant de telles fake news, comment ne pas engager la responsabilité de l'éditeur, les éditions L'Harmattan, pourtant réputés sérieux? Si les services du gouvernement ont pu, en quelques clics sur Internet, vérifier le caractère imaginaire de la qualité professionnelle dont se prévaut M. Kounkou, confère le site de l'Ordre des avocats de Paris, où il est, encore une fois, avocat non exerçant, c'est-à-dire ex-avocat, ainsi que l'utilisation par lui d'une photo fake pour illustrer un prétendu génocide. Comment des gens aussi sérieux que l'Harmattan, rodés pourtant à ce genre d'exercice, ont-ils pu se laisser abuser de la sorte? En tous les cas, leur légèreté, voire leur mauvaise foi sur la question, est blâmable. Sur le fond de cet ouvrage, il ne s'agit pas pour moi, parce que je ne suis ni un spécialiste des questions de génocide, ni un historien qui aurait des lumières sur le sujet, donc il ne s'agit pas de faire un cours ex cathedra sur les conditions du génocide, il s'agit simplement de continuer à évoquer succinctement les mensonges, les invraisemblances et les délires de M. Kounkou dans le corps de l'ouvrage. J'ai ciblé quelques exemples concrets qui vont permettre à tous les participants à cette conférence, à ce point de presse, de se faire une religion sur le caractère non sérieux du fascicule qui nous est présenté ici. En effet, sur le fond, c'est là que l'imagination fertile et délirante de M. Kounkou laisse stupéfait tout observateur objectif. Tout d'abord, M. Kounkou a eu une lecture totalement paranoïaque et ethnique de l'histoire du Congo depuis son indépendance. À le lire, la succession de chefs d'État dits non-Lari, je répugne à l'utilisation de ce terme, mais il l'utilise dans son ouvrage, de 1963 à nos jours, n'est qu'un immense moment de persécution et de génocide vis-à-vis des Laris. En page 51 du fascicule, il écrit ainsi, je cite, « L'effet bouc émissaire des Laris s'est manifesté, puis amplifié tout au long de l'histoire politique de ce pays. Le Congo a voulu vivre la suite de son histoire, après Youlou, sans les Laris. » Fin de citation. Au passage, et montrant la réalité de son objectif, c'est-à-dire le développement d'une idéologie de la haine ethnique, il revendique ce qu'il pense être la supériorité d'un groupe ethnique sur les autres. En effet, en page 25, il écrit, je cite, « Dans la gestion du pouvoir, aux premières heures de la République, et tout simplement dans la vie de la cité, les Laris vont développer une excellence dans la gestion des commerces, dans les œuvres de l'esprit, dans la musique et dans les administrations. » Fin de citation. De son esprit torturé de tribaliste, il sort même un néologisme pour illustrer son délire. Ce néologisme est, je cite, le larisme, en page 25. Larisme étant l'idéologie de l'excellence dont je viens de citer un extrait. Je cite encore, cette idéologie, le larisme, aurait en réaction créé, et je le cite encore, toujours en page 25, une idéologie de la haine des Laris de la part des autres ethnies. Parce que ce larisme serait, je cite enfin en page 52, une éthique politique de comportement chez les Laris. Fin de citation. Pour résumer, selon l'esprit torturé et les écrits de l'auteur, le génocide des Laris serait un crime de temps long qui se déroulerait depuis 1963 jusqu'à nos jours, donc depuis la chute de l'abbé Fulbert Youlou, premier et dernier chef d'État Lari
dans la conception de l'auteur. Génocide, sur ce temps long, dont les concepteurs et commanditaires seraient tous les responsables politiques qui se sont succédés au pouvoir, d'Alphonse Massamba Deba au président Denis Sassou Nguesso, en passant par Maria Ngouabi, tous cités dans son tableau paranoïaque, avec une mention spéciale pour le professeur Lissouba, qui, selon l'auteur, en page 69, aurait fait que, je cite, « les Laris absents de la présidence de la République ». On parle de l'époque du professeur Lissouba. Je répète, les Laris absents de la présidence de la République continuaient à faire l'objet des actes de violence, des crimes de masse, jusqu'à un génocide. Fin de citation. Pour continuer dans son délire, l'auteur évoque comme complice de l'organisation criminelle responsable du génocide imaginaire qu'il a conçu, je cite en page 29, « les milieux français contaminés par l'idéologie de la haine des Laris ». Les milieux français contaminés par l'idéologie de la haine des Laris, fin de citation. L'exécution du dit crime étant, selon sa certitude de croyant, halluciné par ses propres propos, l'exécutant serait donc le pasteur Ntoumi, pourtant lui-même originaire du département du Poul. En gros, c'est comme si une thèse pseudo-scientifique voulait nous démontrer que, si l'on reprenait l'exemple du génocide des Juifs et des Tziganes durant la période nazie, que l'exécuteur de ce génocide serait en réalité un homme d'origine juive. Comprenne qui pourra. Plongeant définitivement dans le fantasme, pour ne pas dire la psychose délirante, M. Kounkou invente, en page 83 de son fascicule, un concept totalement révolutionnaire, dans le mauvais sens du terme, en sciences juridiques. Pour lui, le génocide ne serait plus seulement un crime de sang et un crime de masse, mais pourrait également prendre la forme d'un génocide économique, dont il attribue la paternité, dans cet ouvrage, à un simple citoyen, député de son État. Mais ces délires ne seraient pas complets si M. Kounkou, désireux d'asseoir ses thèses sur un mince vernis de rigueur, tentait de démontrer l'existence d'une concertation préalable entre auteurs et complices. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un des critères distinctifs du génocide, du crime de génocide selon la Convention de 1948, est une entente concertée et préalable entre les auteurs, complices et co-auteurs. Eh bien, pour ce faire, en page 35 de son fascicule, M. Kounkou évoque, je cite encore, « un plan de destruction de certaines zones des régions hostiles ». Fin de citation. À ses yeux, le document cité en page 35 de son fascicule serait la preuve irréfutable d'un plan concerté en amont du prétendu génocide. Document dont la date indiquée est de 1999 et qui émanerait d'un comité, je cite encore le nom de l'organe qui aurait fabriqué ce document, un comité mixte d'action spéciale qui serait un organe logé à la présidence de la République. M. Kounkou conclut donc sa démonstration sur un énorme fake. Mesdames et messieurs, je le dis de manière solennelle, il n'existe pas, n'a jamais existé, sous aucune des républiques qui se sont succédées de 1963 à nos jours, une quelconque administration portant ce nom de comité mixte d'action spéciale à la présidence de la République. C'est vérifiable. En réalité, M. Kounkou exploite ici une célèbre fake news diffusée depuis les années 2000 sur la toile. Faux grossier que les gens sérieux n'ont jamais pris en compte. À cet égard, le gouvernement met donc M. Kounkou et ses amis devant le défi de démontrer, autrement que dans son esprit, la réalité d'un tel organe fantomatique de conception d'un prétendu génocide qui lui-même n'existe d'ailleurs que dans son esprit. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que les choses sont claires. Je vais à présent passer la parole au ministre de la Justice qui va compléter mes propos. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs
les membres du cabinet du chef de l'État, mesdames et messieurs, les membres des cabinets des ministères de la Justice et de la Communication, distingués invités, le ministre Mungala vient de prendre suffisamment de temps pour nous permettre de comprendre qu'en réalité, l'ouvrage dont il s'agit, je vous le présente une fois de plus, est en réalité une ineptie, une imposture ethno-tribale de la part de son auteur. Nous sommes citoyens de ce pays, nous vivons dans ce pays depuis des décennies. Certes, le Congo par le passé a connu des crises. Le Congo a, comme tout État, connu des problèmes internes. Mais jamais, jamais, à aucun moment de notre histoire, que ce soit au plan interne, que ce soit au plan international, nous n'avions jamais été à l'origine des soupçons de génocide. Il s'agit donc simplement d'une imposture. D'autant plus que, aujourd'hui, comme tous les États modernes, notre pays s'est engagé à accompagner la dynamique d'ensemble qui consiste à assurer pour l'humanité le respect des droits fondamentaux. Nous le savons tous, que la promotion et la protection des droits de l'homme constituent, pour les autorités congolaises, un vrai défi, un défi de tout temps. Notre pays, nous le savons tous, a adhéré à l'essentiel des mécanismes internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l'homme. La Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les 2 pactes de 1966, les différentes conventions qui traitent de façon spécifique de diverses questions des droits de l'homme. Nous sommes États partis à cet ensemble d'instruments internationaux. Ces instruments mettent en place des mécanismes de fonctionnement et notre État participe au fonctionnement de l'ensemble de ces mécanismes. Nous collaborons efficacement avec tous ces mécanismes. Nous recevons régulièrement dans notre pays les missions du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les dernières missions, nous les avons eues en 2017, 2. Mais alors, aucune fois, à aucune occasion, il n'a jamais été question de génocide au Congo. Je dis bien, aucune fois, il n'a jamais été question de génocide au Congo. Et vous le savez, le 14 novembre de cette année, le Congo va passer pour la 3e fois devant la tribune des Nations Unies pour son 3e passage à l'examen périodique universel. C'est le plus grand moment. C'est le plus grand moment de transparence dans la situation des droits de l'homme sur le terrain dans chaque État. Au cours des 2 premiers passages, 2009-2013, l'ensemble des États membres des Nations Unies ont apprécié la situation des droits de l'homme au Congo. Nous en sommes sortis avec quelques recommandations, mais aucune de ces recommandations, je dis bien aucune de ces recommandations, ne parlait de génocide. Aucune de ces recommandations ne parlait d'une situation particulière des droits de l'homme dans le département du Poul. Vous comprenez avec nous que notre pays est en parfaite harmonie
avec tous les mécanismes universels. Avec tous les mécanismes universels de promotion et de protection des droits de l'homme. Lorsque l'on a cette réalité et en appréciant justement la gravité des éléments contenus dans ce pseudo-ouvrage, bien entendu, on se rend bien compte que ces faits sont constitutifs d'allégations graves. Il s'agit des allégations graves portées contre un état de droit. Il s'agit des allégations graves. Alors, cette gesticulation ne peut pas laisser indifférent le gouvernement de la République. De tels actes ne peuvent pas demeurer impunis. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, le principe, c'est la soumission de l'individu au droit. Quelles que soient vos pulsions internes, quel que soit votre degré de méconnaissance des faits objectifs, vous devez vous soumettre à la règle de droit, parce qu'elle crée l'harmonie dans la société. Et donc cet ouvrage, qui remet en cause les fondamentaux de notre République, ne peut pas rester impuni. L'ouvrage est en porte-à-faux avec les principes même d'unité, de solidarité, de cohésion qui constituent les leviers de notre pays. On dirait même la paix sociale. Nous avons vécu dans ce pays des situations dramatiques. Nous savons au prix de quel effort les pouvoirs publics se sont investis à ce que nous vivons aujourd'hui dans un pays de paix. Et donc, la rigueur de la règle de droit doit s'établir sur les auteurs de ces actes. Voilà pourquoi le gouvernement de la République, conformément aux dispositions de notre code de procédure pénale, notamment son article 24, le ministre de la Justice a saisi le procureur général près la Cour suprême pour que des poursuites soient engagées contre M. Nkunku Dominique. Des poursuites seront également engagées contre ses complices. Ils ont été cités par lui-même. Au moyen des affiches qui ont été publiées, placées dans certaines capitales européennes, au moyen d'autres moyens de communication. Nous les savons. Ils seront poursuivis et pour celles qui ont la nationalité congolaise, c'est l'occasion pour elles, ces personnes bien sûr, de venir répondre devant la justice de leur pays. Le gouvernement de la République a également constitué ses conseils en France, le lieu d'édition de cet ouvrage. Nos conseils ont été constitués pour traduire devant les juridictions françaises les éditions L'Harmattan pour des faits qui ont été démontrés par le ministre Mungala, qui à nos yeux constituent des éléments d'une complicité indéniable. Et pour cela donc, les éditions L'Harmattan devraient répondre devant la justice française notamment pour tous ces faits qui remettent en cause les fondements de notre République, qui atteignent l'honorabilité, l'honneur des autorités congolaises, de nos institutions, des institutions d'autres pays, des personnalités. Bref, que toute personne victime puisse trouver réparation dans la sanction qui sera prononcée contre les éditions de L'Harmattan, les auteurs, les complices, et l'auteur de l'ouvrage. Enfin, aujourd'hui, le ministre en charge de l'Intérieur et le ministre de la Justice ont publié un arrêté qui interdit l'entrée, la distribution
et la mise en vente de cet ouvrage sur le territoire national. Il en sera comme ça, et quiconque se trouverait en train d'accomplir une tâche quelconque liée à la publicité ou à la promotion de cet ouvrage se verra traduit en justice pour répondre de cet acte qui, je vous le dis, constitue une infraction et le gouvernement de la République ne veut pas, pour cette infraction, jouer la carte de l'impunité. Nous sommes dans un état de droit. La règle dans un état de droit doit être observée, respectée. Quiconque enfreint se voit appliquer la rigueur de la loi. Voilà, Monsieur le ministre, quelques éléments que je voudrais ajouter aux propos que vous venez de tenir, en guise donc d'action immédiate engagée par le gouvernement contre l'auteur de cet ouvrage, ses complices, les éditions L'Harmattan. Je vous remercie. Arrêté numéro 9829, barre MID, barre MJDH-PPA, portant interdiction de l'entrée, la circulation, la distribution et la mise en vente d'un ouvrage sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le ministre de la Justice et des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, vu la Constitution, vu la loi numéro 6-2011 du 2 mars 2011 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la police nationale, vu le décret numéro 2016-365 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, vu le décret numéro 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, vu le décret numéro 2018-86 du 5 mars 2018 portant attribution et organisation de la Direction générale de l'administration du territoire, arrête. Article 1er. L'entrée, la circulation, la distribution et la mise en vente de l'ouvrage intitulé « Le génocide des Laris au Congo » sont interdites sur l'ensemble du territoire national. Article 2. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville le 22 octobre 2018, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Boulou, le ministre de la Justice et des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga.